Cette particularité d'être des îles, des milieux insulaires, donc pour qu'il y ait des déplacements, il faut que les gens arrivent par bateau, légalement ou illégalement, on voit ça particulièrement à Mayotte, par avion, donc avec des systèmes soit légaux de visa et rester sur place, soit complètement illégaux pour passer en parallèle des politiques qui sont mises en œuvre. Et outre ce régime d'historicité qui montrerait que ce qui se passe aujourd'hui dans ces territoires, c'est un peu dans la continuité de ce qui s'est toujours passé, où on fait des tests un petit peu, où on expérience des systèmes de politique publique ou de politique de contingence des déplacements humains. Il y a deux cas qui sont La Réunion, une île où il y a toujours eu beaucoup de déplacements, mais on a particulièrement travaillé sur l'arrivée de Sri Lankais sur des bateaux, donc de manière illégale, mais qui étaient des formes de migration assez récentes et assez nouvelles pour La Réunion, où il n'y avait pas trop de tension sur ces cas-là, mais où quand même il y a eu des dispositifs de gestion particulièrement originaux, voire juridiquement, c'est ce qu'on va voir, pas forcément tout à fait légaux de la part de l'État français. Et à côté, on a un Mayotte, qui sont des endroits qui sont beaucoup plus médiatisés, où il y a quand même plus de personnes qui migrent, notamment des Comores, avec les kwassa-kwassa, les bateaux illégaux dont on entend beaucoup parler, les prises de risques énormes, c'est le cas aussi pour les Sri Lankais, ces gens qui veulent partir de chez eux dans un espoir, ils ne sont pas là pour porter malheur à l'endroit où ils arrivent, et avec toute la répercussion que ça peut avoir sur l'île de Mayotte, que ce soit sur l'accès au travail, la santé, l'eau, on en a beaucoup parlé, les systèmes de bidonvillisation qui se mettent en place, et donc encore une fois, la gestion de l'État, la réaction de l'État, souvent forte, souvent à la limite du droit. C'est à la fois les modes de gestion d'exception, et encore une fois on insiste là-dessus, mais on l'a vu se mettre en place à La Réunion, déjà le simple fait qu'il n'y avait pas de dispositif d'accueil pour des personnes qui pouvaient arriver en situation d'exil, que ce soit les associations qui doivent prendre le relais et organiser tout ça, et après que les premiers acteurs qui sont mobilisés sur des modalités quand même assez spéciales, ça sera la police. Ouais. Donc on s'est retrouvé confronté à ça, et de manière aussi plus large, la question de la frontière. Où sont les frontières de la France, de l'espace européen? Comment elle est gérée quand on est en milieu insulaire, quand on est entouré de pays, que ce soit Maurice, qui ont eux-mêmes leurs alliances avec d'autres grandes situations géopolitiques, que ce soit Madagascar, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces migrations d'Afrique de l'Est? On a des personnes qui viennent du Burundi, qui viennent du Congo, qui se retrouvent à Mayotte, et comment gérer encore une fois cette humanité en souffrance, en mettant en place des dispositifs dans la continuité de l'État français, ce qui n'est pas encore le cas, ou alors c'est des tests, et comment les personnes sur place vivent cela, parce que pour l'instant c'est soit les associations de solidarité qui traitent ça, mais dans ce cas-là les ONG sont-elles vouées à être la main active de l'État qui n'est pas active, et qui par contre s'illustre principalement par une répression policière. À La Réunion, normalement c'est pas censé être un laboratoire pour mettre en œuvre des régimes d'exception, puisqu'il y a une égalité de droit. C'est le cas de Mayotte, parce qu'à Mayotte, il n'y a que du régime dérogatoire au niveau à la fois de la nationalité, du traitement du droit d'asile, et on s'est rendu compte qu'à La Réunion a été mis en place justement du fait d'un manque cruel d'un dispositif national d'accueil pour les demandeurs d'asile, la mise en place en fait d'une brigade spécifique de la police, qui est la GRE, ouais, pour le groupe de recherche pour la mise en place des mesures d'éloignement. Et la GRE a recours au fichage systématique des demandeurs d'asile, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui se fait entre la préfecture et cette police aux frontières, et ce recours au fichage systématique permet justement aux policiers de savoir exactement quelles sont les adresses auxquelles ils peuvent toquer des personnes qui sont sous le coup d'une OQTF, une obligation à quitter le territoire français. Parfois utilisent de subterfuges qui sont totalement illégaux, c'est-à-dire se font passer pour des facteurs qui doivent remettre un colis, obligeant justement la personne à descendre, et là cette personne est arrêtée, et généralement, parce qu'ils sont très malins, ils arrêtent les personnes, puisqu'ils ont le droit d'être mis en garde à vue pendant 24 heures, ils arrêtent les personnes en fonction des départs d'avion pour renvoyer les personnes soit aux Comores, soit à Madagascar, et là où ils sont pris dans leur propre piège, c'est qu'il n'y a pas de lien direct entre la Réunion et le Sri Lanka. Donc ça ne marche pas et ça ne marchait pas. La préfecture, lorsqu'elle a renvoyé 7 Sri Lankais à Sri Lanka, n'a pas choisi les Sri Lankais par hasard, elle a choisi ceux qui étaient le plus intéressés, ceux qui avaient déjà un CDI, un contrat de travail, qui parlaient français, et on a eu la confirmation par la directrice de cabinet de la préfecture que c'était un choix délibéré, c'était vraiment pour essayer de montrer que le flux devait stopper. On a commencé l'année dernière par investiguer La Réunion à travers ces migrations sri-lankaises, puisque ces migrations étaient insolites. Elles étaient aussi, on ne va pas dire massives, mais quand même massives vis-à-vis de la population réunionnaise, qui n'avait pas pour habitude d'accueillir des migrations internationales.
et ce qui a un peu mis à mal le dispositif national d'accueil, tellement mis à mal qu'il n'existait pas. Il n'y avait aucun dispositif national d'accueil à l'île de la Réunion, il n'y a pas de CADA, pas de centre d'accueil pour demandeurs d'asile à la Réunion. Et en fait, c'est tout le tissu associatif qui a pallié ces manques, qui a permis justement de juguler un manque cruel de la part de l'État. Et ce qui est intéressant, c'était de questionner justement qu'est-ce qui se passe sur cette île, de quelle manière en fait les arrivées peuvent mettre à mal ou pas ce qui semble être un acquis pour l'île de la Réunion, c'est-à-dire son modèle pluriculturel, son modèle de vivre ensemble, puisque à chaque fois c'est ce modèle de vivre ensemble qui est largement médiatisé, à tel point que pendant un certain nombre d'années, lorsqu'il y avait des publicités à destination de la métropole pour l'île de la Réunion, c'était à chaque fois ce vivre ensemble qui était vanté, où on pouvait côtoyer à la fois des musulmans, des hindous, des chrétiens dans un vivre ensemble exceptionnel, sauf que là, il y a eu des réactions assez racistes et racialisantes, éprouvantes pour les Sri Lankais, qui ont mis à mal aussi le dispositif, enfin qui ont mis à mal le tissu associatif. Donc on a d'un côté ça à La Réunion, en plus une arrivée par bateau. Cette arrivée par bateau, comme l'a dit Alice, n'est pas censé rappeler les Kwassa à Mayotte, et justement il y a toujours une distinction entre La Réunion et Mayotte. La Réunion qui était protégée des migrations internationales par rapport à Mayotte, qui est justement insérée dans des flux migratoires historiques, du fait que Mayotte appartenait pendant longtemps au territoire d'outre-mer qui était celui des Comores, qui réunissait à la fois Moélie, Anjouan, Grande Comore et Mayotte. À La Réunion, on a deux groupes de population tamoule qui ont du mal à coexister. Donc, des Tamouls qui sont arrivés par la période de la plantation, ce qu'on appelle les engagés, qui ont été recrutés par les Français. Et ces Tamouls là qui sont Sri Lankais, donc ils ont juste en commun la même langue, mais pas la même histoire, pas le même rapport aussi à la culture française. Et en fait, très peu d'associations de Tamouls voulaient les accueillir. Il y a quelques associations qui ont voulu les accueillir, mais les associations historiques en lien avec les temples n'ont pas voulu les accueillir. Et là, ce qui est intéressant à La Réunion, c'est une spécificité là aussi de l'outre-mer, c'est qu'il y a l'importance du dialogue interreligieux qui peut jouer en la faveur des familles pour essayer d'avoir plus rapidement que les autres des papiers pour rester sur place. Parce qu'on a rencontré des familles, et donc avec des enfants qui ont été arrachés à Sri Lanka, qui ont connu l'exil, donc ces fameux 10 à 15 jours de mer, mais qui ont été scolarisés en France. Donc ça fait 4 ans qu'ils sont scolarisés en France pour certains et certaines. Donc les enfants qu'on a rencontrés parlent uniquement français, ils ne parlent pas du tout tamoul. Même avec leurs parents, ils ne parlent plus tamoul, ils ne parlent que français. Et la menace c'était de les renvoyer à Sri Lanka. C'est un peu, ça devient ubuesque, mais c'est une situation qu'on peut retrouver en France métropolitaine un peu partout. Sauf que là, la spécificité de La Réunion, c'est qu'effectivement, ils ont eu un fort soutien d'une partie de la communauté hindoue, de certaines personnes aussi de La Réunion qui ont été très touchées par ces arrivées sur des bateaux avec des enfants entassés pendant plusieurs jours. Enfin, c'était au niveau visuel, hein, ça a choqué beaucoup de personnes. Donc il y a eu cette organisation qui s'est mise en place, d'autant plus que l'État était absent. Et ensuite, c'est le dialogue interreligieux a fait que ça a pu remonter jusqu'à la préfecture en ciblant ces familles qui étaient intégrées. Vu la longueur des procédures, de toute façon, ces personnes-là sont sur le territoire français, à La Réunion, depuis très longtemps, sont intégrées. Donc il y a plein de choses qui sont mises en œuvre pour finalement qu'on puisse subvenir à leurs besoins. Mayotte appartenait pendant longtemps au territoire d'outre-mer qui était celui des Comores, qui réunissait à la fois Moélie, Anjouan, Grande Comore et Mayotte. Et donc on a une historicité de ces flux migratoires, sauf qu'à Mayotte s'ajoutent aussi des flux en provenance de l'Afrique des Grands Lacs, et avec aussi des questions géopolitiques vis-à-vis de la politique mise en place par l'État comorien en termes de naturalisation, puisque l'État comorien est un des États qui met en place le plus grand nombre de naturalisation. Donc on peut se demander quelle est la stratégie aussi de l'État comorien vis-à-vis de cet axe stratégique, puisqu'on est sur une discontinuité majeure, un peu comme l'est la Méditerranée, entre deux mondes en développement et en sous-développement, bien que Mayotte reste quand même une île très marginalisée dans un océan de misère. Pour Mayotte, en fait, le problème, c'est Anjouan, et c'est la migration en provenance d'Anjouan, puisque majoritairement, ces flux migratoires qui atteignent Mayotte proviennent d'Anjouan. Et pour eux, il s'agit de limiter ces flux en provenance d'Anjouan. Et en plus, il y a une telle défiance vis-à-vis de l'État, qu'il y a même une défiance vis-à-vis de l'INSEE, car pour la plupart des Mahorais, les statistiques mises en place et qui ont été publicisées par l'INSEE sont fausses, puisque pour Mayotte, il y aura déjà, enfin pour les Mahorais interrogés, il y aura déjà plus de 500 000 habitants à Mayotte, et donc il y a un tel surpeuplement, en fait on assiste vraiment à un surpeuplement, parce que pour eux il y a une situation de crise, les ressources vitales sur place ne suffisent plus à faire vivre la population, donc c'est ce qu'on appelle du surpeuplement. Ce qui est intéressant à Mayotte, ce qui se passe, c'est qu'on a... En fait, il y a une méfiance aussi vis-à-vis de toutes les associations dites droits de l'homme. Il y a une méfiance vis-à-vis de la CIMAD, il y a une méfiance vis-à-vis de France Terre d'Asile, il y a une méfiance aussi vis-à-vis du GISTI,
Et ce qui revient déjà régulièrement dans les quelques entretiens que j'ai pu faire à distance par WhatsApp, c'est que quand il y a eu l'opération Wambushu, le GISTI a envoyé ses meilleurs avocats permettant justement d'éviter les enfermements. Et donc, pour la plupart des Mahorais, il y a eu un sapement de l'opération Wambushu par les associations de droits de l'homiste. Et il y a quelques phrases, quelques punchlines qui ont émergé lors de ces entretiens oraux, c'est il ne faut pas confondre politique des droits de l'homme et politique du chaos. Pour beaucoup d'habitants de Mayotte, en fait, cette politique qui sont mises en place par les associations des droits de l'homme, ce sont plutôt des politiques qui visent à mettre en place une situation de chaos. Les Mahorais que j'ai interrogés m'encouragent aussi à aller voir de quelle manière les Anjouanais sont perçus par les Grands Comoriens. Donc ça allait à Grande Comore, parce qu'à Grande Comore, il y a les mêmes sentiments, le même ressentiments et les mêmes contenus idéologiques utilisés vis-à-vis et orientés vers les Anjouanais. Donc on est face à une espèce de dialogue de sourds entre d'un côté les associations dites droits de l'homiste françaises qui sont là aussi pour essayer de régulariser la situation, dans le sens où on est vraiment face à un régime d'exception et d'exceptionnalité de l'État à Mayotte, avec des libertés considérables vis-à-vis du droit, puisqu'on est face à un régime d'exception. Mais pour les Mahorais, en fait, ces associations ne font ni plus ni moins qu'une politique du chaos et maintiennent une politique du chaos. Puisqu'on est face à des gens qui sont profondément souverainistes et veulent absolument que l'État français puisse régulariser la situation. Mais ce qui est important, c'est vis-à-vis du droit du sol. Donc il y a eu cette sortie politique vis-à-vis de la suppression du droit du sol. Ce que veulent les Mahorais, c'est pas une suppression du droit du sol à Mayotte, mais une suppression des droits du sol dans différents points chauds, c'est-à-dire qu'elle soit effective à Mayotte, mais aussi en Guyane, pourquoi pas à Saint-Barthélemy, pourquoi pas aussi en région PACA, pourquoi pas en Île-de-France également, et la région Nord. Eux, ils ne souhaitent pas avoir une suppression du droit du sol uniquement à Mayotte, ça ne ferait que renforcer ce fameux régime d'exception. Alors sans doute qu'il y a des bateaux qui continuent de partir, sans doute il y en a qui arrivent un peu partout. C'est sûr que s'ils arrivent en Somalie, Inde ou sur les côtes africaines ou sur des îles, on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent. Et puis il y a tous les bateaux qui n'arrivent jamais. Donc il y a plusieurs flux qui sont dans cette zone de l'océan Indien, qui est un peu une zone de perdition pour les personnes qui s'engagent sur ces bateaux-là, et aussi la chance, le hasard sur leur parcours, leur objectif d'avenir et de construire une vie meilleure, ce qui reste quand même leur but premier.